Le président, Madame la Ministre, des entreprises de Tourcoing, ville frontalière, sont confrontées à l'impact du nouveau barème des éco-participations applicable au 1er janvier 2020 à la filière de l'ameublement au titre de la REP, des règles de calcul beaucoup plus complexes, doublement de la plupart des tarifs qui placent nos acteurs dans une situation fragile au regard de leurs concurrents belges. Alors est-ce que vous envisagez de demander à l'organisme écomobilier de différer les augmentations, de revoir l'ensemble des évolutions tarifaires avec les acteurs de la filière? Et dans l'article 8 de votre projet de loi, est-ce qu'il y a des mesures qui seraient susceptibles d'apporter les meilleures garanties de visibilité et de lisibilité, des évolutions tarifaires pour les entreprises, mais aussi de mieux associer les acteurs de la filière au fonctionnement des éco-organismes et de mieux évaluer leur gestion financière? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Là, je voudrais dire une première chose. Je sais que c'est extrêmement tentant et nous sommes ici à l'Assemblée nationale, donc c'est particulièrement tentant de faire de la politique. À la base, c'est pour ça qu'on en fait. Mais il y a certains sujets sur lesquels je crois, tous nos électeurs, quels qu'ils soient, ils attendent qu'on ait un tout petit peu de hauteur de vue. Et je reconnais, je sais que, à la base, pourquoi est-ce que je défendrais un système comme un système de consigne sur les emballages en plastique pour aller financer le réemploi? Pourquoi est-ce que je défendrais ça si ça allait vraiment abîmer, être un handicap pour les collectivités? Ce projet de loi-là, je l'ai dit depuis le début, il a comme objectif de soutenir le système public français de gestion des déchets. L'économie circulaire, elle ne se fait pas en l'air, nulle part, elle se fait sur les territoires. Il faut donc qu'on donne aux maires, et c'est ce que je le dis depuis le début, qu'on donne aux élus locaux plus de moyens pour gérer leurs déchets. Il faut qu'on leur donne plus de pouvoir aussi. J'en ai parlé en matière de lutte contre les dépôts sauvages. Tout ça, c'est l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on se lancerait dans un projet qui viendrait annuler, ou en tout cas qui serait incohérent par rapport au reste du texte? Ce serait totalement incohérent. Et quand bien même, je voudrais même très fortement abîmer ou en tout cas freiner et poser un problème financier aux collectivités locales, je ne le pourrais pas. Tout simplement parce qu'il y a la loi Grenelle 1 qui date de 2009 et il y a la directive européenne aussi de 2018, la directive déchets, qui stipule que les coûts nets optimisés de la collecte et du traitement des emballages plastiques est couvert à hauteur de 80%. C'est ce qui a été négocié d'ailleurs par les associations représentantes d'élus à l'époque. On peut se poser une question sur les 80%. Pourquoi pas 90 ou 100%? C'est une possibilité que nous laisse la directive européenne. C'est un autre sujet qui doit être négocié par les associations d'élus. Mais si on retire les bouteilles du bac jaune, les soutiens demeurent. Ils sont reventilés sur les autres matériaux. Et d'ailleurs, Stéphanie Kerba, Madame la rapporteure, le disait en introduction, le problème n'est pas un problème qui est financier, parce qu'il y a la loi Grenelle 1. Il y a la directive déchets de 2018. Aujourd'hui, en gros, quand on voit le coût de la consigne, pour atteindre ces 90%, ça coûte environ 600 millions d'euros par an. Il y a 200 millions d'euros qui constituent un surcoût pour les metteurs au marché. Et il y a 200 millions d'euros tirés de la vente matière. Et il y a environ 170 à 200 millions qui est la consigne non retournée par ceux qui ont fait le choix de ne pas rendre une bouteille en plastique. Aujourd'hui, ça coûte 170 millions d'euros pour une performance qui est en moyenne à 57%. Donc quel est le coût ? Et donc je crois qu'il faut se poser ces questions-là. D'autre part, je sais et j'entends aussi les préoccupations des centres de tri et des syndicats de déchets. Oui, il y en a certains qui sont tout à fait performants, bien sûr. Il y en a certains qui ont beaucoup investi. Et tous, globalement, tous, ils font un travail, je l'ai dit, remarquable depuis longtemps sur les territoires. Donc leur volontarisme, il va être essentiel pour capter les emballages qui sont issus de l'extension des consignes de tri. Mais l'équilibre financier des centres de tri, il repose sur le soutien de l'éco-organisme Citeo. Il demeure inchangé. Inchangé. Il n'y a pas un euro qui va changer. Et comme on le dit depuis le début, ce principe, on peut aller et on peut dire qu'on veut aller vers une société du tout réemploi, du réutilisable. Mais il faut trouver un moyen financier
un moyen de le financer, ça. Aujourd'hui, il y a des îlots d'entreprises qui produisent du verre, par exemple des bières ou autres, sur les territoires. Mais ils sont trop petits. Ils n'ont pas les moyens, aujourd'hui, de mettre en place tout un système de consignes, de lavage, par exemple de lavage des bouteilles, de circuit des bouteilles en verre. Donc il faut bien le financer. Où est-ce qu'on pourrait trouver les financements? Certainement pas en le faisant peser sur le consommateur. Ça les rendrait pas compétitifs. Et donc en faisant en sorte que ceux qui polluent, qui mettent sur le marché des emballages qui polluent, eh bien financent, donc en l'occurrence le plastique, finance le passage vers le réemploi. La consigne pour recyclage, et plus globalement le recyclage, c'est simplement une étape. Encore une fois, je le redis, enfin, puisque j'ai énoncé toute une série de points en introduction, je le redis aussi, s'il y a un système de consigne qui se met en place, et le président de la République a décidé que nous en parlions et nous en discutions dans le cadre des débats parlementaires qui doivent poursuivre et enrichir encore la concertation, de toute façon, les collectivités pourront décider où et comment ce système de consigne se met en place, et elles pourront aussi décider soit de le gérer elles-mêmes, soit de confier la gestion de ce système de consigne à un éco-organisme. Donc elles gardent toute latitude, toute liberté, et ça n'a pas d'impact financier. Je ne porterai pas ici, devant vous, ni devant les collectivités, un système qui viendrait bouleverser ce qui fonctionne déjà. Nous sommes là pour soutenir le développement de l'économie circulaire sur les territoires. Donc pour donner les moyens aux élus locaux, pour les soutenir. Et c'est pour cette raison-là qu'on crée 8 nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs. C'est 500 millions d'euros de transferts des industriels vers les collectivités. C'est aussi pour ça qu'on veut les aider à lutter contre les dépôts sauvages, activement, et que donc on met en place une filière de responsabilité élargie des producteurs sur les déchets du bâtiment. Et je vais y revenir. C'est pas possible qu'on vive encore dans un monde où il y a quelqu'un comme par exemple le maire de Signes qui doit en payer de sa vie. Est-ce que c'est ça la réalité de la gestion des déchets sur les territoires? Donc nous devons être aux côtés des élus. Nous devons les soutenir. Nous devons leur donner tous les moyens qu'il faut. Donc il n'y a pas d'incohérence là et je m'en défendrai. Ensuite, en ce qui concerne cela dit, bien évidemment, je l'ai dit, maintenant je passe aux réponses aux autres questions et en particulier à la question du plastique. Moi, je crois aussi effectivement qu'il faut très activement, je ne crois pas à l'avenir des plastiques à usage unique. Je pense qu'il y a un moment, il faut savoir en sortir. Et nous voulons lutter à la source contre la pollution plastique et contre parfois la surproduction de plastique. C'est pour ça que nous avons mis en place un système de bonus-malus sur les éco-contributions qui peuvent varier jusqu'à 20% du montant final du produit. Donc il y a ce système de bonus-malus qui fait que les produits qui sont commercialisés, qui contiennent beaucoup de plastique ou du plastique non recyclé, en tout cas qui ont des caractéristiques environnementales qui ne sont pas vertueuses, eh bien l'éco-contribution qui est versée sera plus élevée que les autres produits. Nous soutenons aussi un plastique qui soit recyclé et recyclable avec l'incorporation de plastique à l'intérieur. La consigne aussi, on le sait, c'est une réalité, on l'a vu dans d'autres pays. Par exemple, si vous mettez en place un système de consigne sur les bouteilles en plastique, ça fait baisser les ventes de bouteilles de près de 30%. Parce qu'il y a beaucoup de transferts vers l'eau du robinet. Là, quand on parle des bouteilles plastiques en eau. Et d'ailleurs, j'ai aussi une question subsidiaire, c'est que les collectivités, elles demandent aussi la suppression des bouteilles en plastique. Alors, qu'est-ce qui se passerait pour leur centre de tri ? Là, il n'y a plus la règle de 80% de l'éco-organisme qui s'applique. Donc là, c'est aussi une question de cohérence, c'est juste une question que je pose. Mais moi, je pense, dans tous les cas, qu'il faut effectivement savoir être ambitieux et qu'il faut aller vers un horizon de sortie du plastique à usage unique. Concernant les filières REP et les coûts et cette nécessité de ne pas casser l'existant. Les nouvelles filières REP, ce ne sont pas de nouveaux coûts, ce sont des transferts de charges des contribuables vers les consommateurs qui peuvent faire des choix de consommation. Ce sont aussi des transferts de charges des collectivités vers les producteurs qui peuvent agir sur l'amont, c'est-à-dire sur l'éco-conception du produit. C'est pour ça que ces filières REP, elles ont
à la base, et c'est pour ça que nous voulons les repenser, elles doivent prendre en charge l'amont, je le disais, l'éco-conception, la recyclabilité, la réutilisation. Et la REP, par exemple, dans les déchets du bâtiment, c'est 400 millions d'euros de charges en moins pour les collectivités. Les autres nouvelles REP, ou l'amélioration des REP existantes, c'est le même ordre de grandeur. Et quand on crée une nouvelle filière REP, on ne le fait pas ex nihilo, on construit sur l'existant, sur ce qui existe déjà, pour l'améliorer, le consolider, le passer à l'échelle. C'est tout l'objectif de ces nouvelles filières REP. Ce qui me permet de répondre à à votre question, monsieur le député, sur la concurrence déloyale. Les producteurs, qu'ils soient français, belges, étrangers, ils sont soumis aux mêmes règles, aux mêmes tarifs. Les éco-contributions, elles ne sont pas versées que par des entreprises françaises qui auraient produit et commercialisé des produits sur le sol français. Elles s'appliquent à tous les produits, à tous les producteurs, qui soient, je le disais, français, belges, espagnols, chinois, américains. Donc il n'y a pas de concurrence déloyale. C'est aussi ça la force des filières REP. Sur la filière REP du bâtiment, quel est l'esprit ? Globalement, ce qu'on veut, c'est simplifier la vie des acteurs, et notamment la vie des artisans. Aujourd'hui, vous avez dû en faire l'expérience dans votre circonscription, surtout si elle est rurale ou même ailleurs. Aujourd'hui, parfois, il y a certains artisans qui font des dizaines de kilomètres pour aller déposer leurs déchets du bâtiment. Parfois, ils arrivent, c'est fermé, ou parfois, ils arrivent, et en plus de ça, ils doivent payer au moment où ils doivent déposer leurs déchets de chantier. Ce que nous proposons, c'est qu'il n'y ait plus cette barrière à l'entrée des déchetteries, c'est-à-dire qu'en réalité, les déchets du bâtiment soient repris gratuitement, sans frais, s'ils sont préalablement triés. C'est le premier volet de cette filière REP, première philosophie de cette filière REP, enfin pas philosophie, action. Et de l'autre côté, nous voulons renforcer, accroître le maillage territorial, parce qu'il n'y a pas suffisamment de déchetteries professionnelles en France. Il y a environ 4200 déchetteries en France. Sur ces 4200 déchetteries, la très très vaste majorité sont des déchetteries pour les particuliers. Il n'y en a que 500 qui sont des déchetteries professionnelles. Alors, comment ça va fonctionner tout ça ? Comment est-ce qu'on va le financer ? Eh bien, ça va être financé par une éco-contribution sur les matériaux, c'est-à-dire au moment de la vente des matériaux. C'est tout simplement le fonctionnement d'une filière REP. Alors, je sais qu'il y a des chiffres un peu abracadabrantesques qui ont circulé, même farfelus. On parle de 2 milliards d'euros. J'ai entendu parler de 2 milliards d'euros et que ça coûterait 2 milliards d'euros. Aujourd'hui, le coût actuel de la gestion des déchets du bâtiment, c'est 2,8 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça va changer la REP ? Il y aura un peu de surcoût. Par exemple, puisque cette REP, elle va être en charge du nettoyage des dépôts sauvages. On estime que ça va coûter à peu près 80 à 100 millions d'euros. Le maillage des points de reprise, entre 20 à 40 millions d'euros. Des frais de gestion, bien sûr, parce qu'il y a des coûts de transaction, et des investissements dans des nouvelles capacités de recyclage. Attention, ces nouvelles capacités de recyclage, ces investissements-là, à terme, l'objectif, c'est qu'ils soient rentables, puisqu'il y a des nouvelles... ça crée un système et une filière de recyclage. Et enfin, ce sera aussi de l'investissement dans la recherche et le développement, dans l'éco-conception. Donc au total, ce surcoût-là, ce sera 200 millions d'euros seulement pour la filière. Et à terme, ça va faire baisser le coût global. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui paye ce coût-là ? C'est les contribuables. C'est parfois les élus de leur vie même. Il est temps de transférer ce coût du contribuable vers les industriels dans le secteur du bâtiment et qu'on structure cette filière-là en vraie filière pollueur-payeur. Il y a déjà une concertation qui a lieu avec les 14 représentants de la filière qui a lieu depuis maintenant des mois et des mois, depuis d'ailleurs avril 2018 avec le lancement de la feuille de route de l'économie circulaire. Ces 14 acteurs, ils ont travaillé, ils ont donc déjà eu plus de 18 mois pour proposer des modalités. Il y a une étude de préfiguration de l'ADEME qui est en cours. Maintenant, le texte est discuté, continuons à discuter et en débattre entre nous, mais il va falloir qu'on prenne des décisions. Et moi, je pense qu'il faut avancer résolument vers la création d'une filière de responsabilité élargie du producteur et on en déterminera ensemble les contours. La question cruciale des mélanges de boue issus des stations d'épuration. Dans le projet de loi, c'est effectivement une question qui est très importante. Et là, il y a des questions qui sont clés.
Et c'est pour ça que c'est important aussi, j'en profite pour le préciser, je comprends cette envie de créer parfois, de s'arc-bouter sur certaines questions pour en faire des vrais problèmes politiques. On est là, on fait de la politique, bien sûr, mais il y a aussi d'autres choses qui sont fondamentalement importantes, sur lesquelles on doit s'attaquer et sur lesquelles nous devons trouver des solutions et apporter des réponses qui sont cruciales pour les collectivités, peut-être plus encore que la consigne pour recyclage ou pour réemploi. C'est cette question des boues de stations d'épuration. Le projet de loi, il permet de maintenir la filière de compostage des boues de stations d'épuration, tout en améliorant les caractéristiques agronomiques des boues en question, ce qui est une demande très forte des agriculteurs, très forte des ONG aussi. Il y a une concertation qui a été menée depuis plusieurs mois au ministère de la Transition écologique et solidaire. Elle a été menée de façon remarquable par monsieur Alain Marois. Et il y a à nouveau une réunion demain avec tous les acteurs autour du groupe de travail qui s'appelle Pacte de confiance. Il s'appelle Pacte de confiance pour une raison. C'est que nous devons trouver une voie et refonder ce pacte autour de l'utilisation des boues de stations d'épuration. Il faut veiller à ce que nos agriculteurs, au final, ne soient pas les perdants ou n'en payent pas les pots cassés. Et ça, c'est une question qui est absolument cruciale et pour les collectivités et pour les autres. Ensuite, sur la question du fonds de réemploi et du fonds de réparation. Alors d'abord, avant toute chose, on n'envisage pas de le supprimer. Il y a 2 fonds différents qui ont été votés au Sénat. Je crois qu'il faut qu'ils puissent se structurer de manière complémentaire pour les filières REP concernées par le réemploi ou par la réparation. On ne va pas créer... à chaque fois que plus on crée de fonds et de structures, plus on crée de coûts de transaction et de coûts de frais de gestion. Donc on pense qu'il faut que ça soit élaboré de façon complémentaire. On souhaite améliorer l'écriture du Sénat en rendant ces 2 fonds-là aussi plus opérationnels. Il ne suffit pas de les écrire. Il faut aussi réfléchir à les mécaniques, à la réalisation concrète, aux aspects techniques pour que ça soit pas particulièrement efficace. Mais on n'envisage pas de le supprimer. Ensuite, j'en profite du coup pour répondre à la question essentielle, celle des ressourceries. Ce projet de loi, on l'a dit, il a pour objectif de créer de l'emploi local sur les territoires. Il a pour objectif de passer à une société du réemploi, de la réutilisation. Parce que ça, ce sont des gains de pouvoir d'achat. Parce que ça, c'est de l'emploi sur les territoires. Parce que ça, c'est aussi des émissions de CO2 en moins et de la biodiversité qui est préservée. Donc c'est un objectif qui est majeur de ce projet de loi. C'est pour ça qu'on veut renforcer les objectifs et le financement du réemploi et de la réutilisation via les filières REP. Je l'ai dit, ces filières de responsabilité élargie des producteurs, elles doivent maintenant avoir une approche globale. Plus seulement sur le moment où les produits qu'ils ont commercialisés sont devenus des déchets, mais vraiment en amont. Et donc ça suppose, par exemple, de mettre à disposition des données cartographiques en open data pour permettre de trouver facilement où donner un produit dont on n'a pas l'usage pour faire réparer un produit qui est en panne. Ça suppose aussi de donner aux filières REP des objectifs en termes d'emploi, d'insertion et de développement de l'économie sociale et solidaire. Vous l'avez dit, toutes ces entreprises, toutes ces ressourceries, toutes ces entreprises d'économie sociale et solidaire, elles sont en train de trouver un modèle économique viable. C'est difficile, c'est compliqué. Facilitons-leur la tâche et on doit les soutenir, et c'est tout l'objet et l'objectif de ces filières REP dans toute une série de secteurs. Ensuite, en ce qui concerne les missions de l'ADEME concernant les filières de responsabilité élargie des producteurs. Alors, je crois qu'une bonne régulation des filières REP passe par une bonne compréhension des acteurs concernés, la capacité d'obtenir des données économiques et de mise sur le marché des produits, des objectifs qui sont fixés de manière objective et un contrôle efficace de la mise en œuvre des actions de l'éco-organisme. La nouvelle directive européenne qui est relative aux déchets, elle prévoit d'ailleurs que la supervision et le contrôle des REP soient assurés, je cite, par une autorité indépendante des intérêts privés ou une autorité publique. Ça semble indispensable. Si vous voulez contrôler, il faut qu'il y ait une certaine indépendance. Et la directive européenne prévoit aussi que les coûts de gestion des données nécessaires au suivi et au contrôle des REP soient couverts par les producteurs, pour pas que ça crée de surcoût pour le contribuable. L'ADEME assure déjà une partie du suivi des données pour quelques filières et elle mène ponctuellement des évaluations à l'occasion de phases de réagrément des éco-organismes. Les coûts de ces missions ne sont pas aujourd'hui supportés par les éco-organismes, ni par les producteurs soumis à la REP.
avec le renforcement du principe pollueur-payeur tel qu'il est prévu dans le projet de loi et les nouvelles filières REP qui verront le jour dans les prochaines années, il paraît important de renforcer les moyens et l'expertise de l'ADEME en matière de responsabilité élargie du producteur. Cette expertise, elle sera indispensable pour assurer le suivi de l'activité des éco-organismes et l'atteinte des objectifs qui leur ont été assignés, pour établir des propositions de barème de soutien aux collectivités en fonction des coûts qu'elles supportent pour assurer certaines opérations de gestion des déchets. Ou encore, pour que le ministère chargé de l'environnement puisse assumer son pouvoir de police sur les filières REP. C'est donc dans cet esprit que l'ordonnance qui est prévue à l'article 13 du projet de loi sera préparée. En ce qui concerne la saturation des décharges, l'objectif de réduction de 50% de la mise en décharge en 2025, c'est un objectif qui est ambitieux au regard des performances de ces dernières années. C'est un objectif qui a été porté non seulement dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte, mais aussi ensuite c'est dans le programme de campagne du président de la République. Cet objectif, il ne se concrétise pas encore suffisamment sur nos territoires. Vous l'avez dit parfois, et chacun dans vos interventions. Notamment, et il faut que cet objectif il se concrétise beaucoup plus, notamment à travers les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui doivent structurer les actions locales. On ne peut pas aujourd'hui créer de nouvelles décharges sur nos territoires. Enfin, en tout cas, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la philosophie. On ne peut pas dire qu'on sort du tout jetable et en même temps continuer à construire et à creuser des trous pour aller juste mettre des déchets qui pourraient être réutilisés, réemployés, recyclés. Les régions les plus concernées par la saturation sont en sous-capacité structurelle. Pourquoi ? Parce que le tri à la source, il est encore pas suffisamment déployé sur le terrain. Si on continue à construire des décharges, pourquoi y aurait-il en amont, plus en amont, pourquoi est-ce qu'il serait encouragé à faire de tri et à avoir une gestion qui est beaucoup plus vertueuse des déchets ? Celle aussi, c'est une incohérence. Donc, mais cependant, il y a quand même une situation qui est une réalité, c'est cette saturation dans certaines régions. C'est pour ça que nous avons mis en place une stratégie définie dans la feuille de route pour une économie circulaire et dans cette loi anti-gaspillage, avec des mesures de prévention qui visent à réduire le volume des déchets produits en amont. La prévention des déchets, leur réduction, c'est un objectif clé de ce projet de loi. Information du consommateur, par exemple, sur la réparabilité des produits, lutte contre le gaspillage alimentaire, lutte contre la surproduction, bref, tous ces éléments. Le projet de loi prévoit aussi l'accélération du développement du tri à la source et de la valorisation des déchets. Je l'ai dit, on veut harmoniser les consignes de tri, on veut étendre les consignes de tri à tous les emballages, simplifier le geste de tri, créer de nouvelles filières pollueurs, payeurs, tout ça pour alléger la quantité et le volume des poubelles. La loi, elle prévoit aussi la mise en œuvre d'une réforme globale de la fiscalité des déchets qui vise à rendre le recyclage des déchets économiquement plus attractif que leur élimination. Aujourd'hui, mettre en décharge, recycler, ça coûte 2 fois plus que mettre en décharge. C'est absurde. Et ça, je sais que vous y avez travaillé dans le cadre de la loi de finances de 2019. Au-delà de ces actions, les contrôles des décharges, parce que la loi ne peut pas tout, il y aura des contrôles sur les décharges qui vont être renforcés, parce que c'est pas acceptable qu'il y ait des objets qui peuvent faire l'objet d'un réemploi ou d'un recyclage se retrouvent en décharge. Je l'ai dit, il est aussi prévu de renforcer les conditions d'admission des déchets en décharge. Ça va faire l'objet, j'en suis sûre, de vives discussions ici au Parlement. Parce que c'est indispensable, on doit changer ces conditions d'accès en décharge. Enfin, peut-être, une question importante sur les Outre-mer. Les collectivités d'Outre-mer sont effectivement confrontées à des spécificités dont il faut tenir compte. On en tient intégralement compte, notamment dans le mécanisme des filières REP. On prévoit, dans le cadre de la loi, un financement renforcé pour les Outre-mer dans le cadre de ces filières REP. Les réalités sont différentes dans les Outre-mer qu'ici. Ils doivent avoir les mêmes objectifs parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'aspire pas au même niveau d'ambition écologique. En revanche, il faut leur donner plus de moyens et c'est ce que prévoit cette refonte des filières REP. Enfin, en ce qui concerne la filière des textiles, le projet de loi prévoit plusieurs mesures, notamment la couverture des coûts par l'éco-organisme de la filière va être réaffirmée. Notamment les coûts qui sont relatifs à la collecte, au tri et à la valorisation des textiles usagés. Il y aura un système de bonus-malus aussi réellement incitatif qui va être mis en place pour favoriser les textiles qui ont un moindre impact environnemental.
pour retourner aussi à terme au Made in France. Et des sanctions financières qui vont être renforcées lorsque les objectifs ne sont pas atteints. Les filières REP aujourd'hui, c'est un bon modèle, mais il n'est pas suffisamment efficace. Parfois, ils n'atteignent pas suffisamment leurs objectifs. Il faut qu'on renforce le mécanisme de sanctions. C'était une demande des sénateurs. Ils s'en sont saisis. Je suis sûre que vous en saisirez aussi. Et il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas au secteur textile, dont l'enjeu est très très fort. Il faut vraiment structurer des filières industrielles sur les territoires. Il faut aussi faire en sorte que la filière soit plus efficace en termes de collecte et de recyclage. Donc voilà pour toutes ces questions. Toutes ces réponses plutôt. Merci de votre écoute. Monsieur le Président, je vous cède la parole. Écoutez, merci Madame la Ministre, mes chers collègues.